Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale Quinqueliba en ce lundi 5 février 2024. Alors nous nous excusons évidemment pour le retard du démarrage du programme ce matin, mais restez avec nous car l'équipe sera bientôt en plateau à mes côtés. Nous aurons Alioune Badara Kane évidemment comme tous les jours de la semaine, accompagné de notre invité. Nous aurons également Ibou pour sa chronique décalée, Cannes décalée, mais également Toumani pour la chronique tendance. Nous allons d'abord rejoindre le coach Tandara en salle de sport pour les exercices du jour. Et restez avec nous, on vous retrouve juste après. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez bien récupéré avec ce long week-end le VSD. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons à Celix Fitness et donc nous allons parler de la... Comme j'ai l'habitude de dire, mesdames et messieurs, eh bien, nous allons parler de cardio. Alors, ce cardio du lundi, ce sera une gym personnalisée du coach Bo. Et vous aurez beaucoup de facettes, mesdames et messieurs. Il y aura du burpee, il y aura évidemment quelques poids, mais aussi, eh bien, c'est vrai qu'il y a de multiples facettes, hein, puisqu'il y aura beaucoup de choses. Vous allez voir avec le Medicine Ball également, qui sera au rendez-vous. Alors, on a l'habitude de dire, le lundi, c'est le cardio. Voilà pourquoi je vous laisse apprécier. Mais d'abord, écoutons le coach Bou pour d'abord la rentrée. Bonjour mesdames et messieurs, nous revoici encore début de semaine. On est là pour vous présenter notre capsule d'aujourd'hui qui va porter sur le cardio comme tous les lundis. Aujourd'hui, on a préparé un petit circuit en cardio pour faire travailler notre système cardio-respiratoire. Toujours important, tout en début de semaine, de pouvoir commencer à bien solliciter le cœur, le booster un tout petit peu, créer une très bonne oxygénation par rapport à nos muscles et de favoriser une très bonne respiration et en même temps une très bonne circulation sanguine. Aujourd'hui, on va juste vous présenter des exercices qui vont porter sur des burpees avec le poids de notre corps, des jumps, des sauts sur le box jump et en même temps des thrusts avec le medicine ball. Et donc, ce sont ces exercices qu'on va vous présenter tout de suite dans nos démos. Vous avez bien vu les trois exercices qu'on a combinés qui nous ont très bien fait un tout petit peu créer un excès ou bien une succession par rapport à nos exercices et en même temps solliciter notre système cardio-respiratoire. C'était ça notre cardio du lundi. Profitez-en pour débuter votre semaine. Merci à vous qui nous suivez. Voilà, merci coach Bou, merci mesdames et messieurs, vous qui suivez votre télévision nationale. En tout cas, je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule avec le coach Bou dans sa gym personnalisée. Alors, à demain, Inch'Allah. À demain, coach Tandara, et merci au coach Bou pour les exercices du jour. On est content de retrouver le coach Bou qui était souffrant la semaine dernière, donc bon retour dans l'émission. Et l'équipe m'a rejoint en plateau, donc Alioune Badara Kane, comment ça va ce matin? Tout le monde est là? Ça va. Ça va, ça se passe? Ça se passe bien. Bon, je suis allé à Thiès me ressourcer un peu sous le manguier donc de la maison à Médina Fall. Ah, c'est vrai que tu as cette chance. J'en ai un peu profité. Voilà, donc alhamdoulilah. Ah, merci le Seigneur. C'est bien. Voilà. Bonjour Toumani, comment ça va ce matin? Ça va super. Ça va très bien, merci. De quoi on va parler aujourd'hui dans la chronique tendance? Alors, ce matin, nous allons retourner en Côte d'Ivoire. C'est vrai que depuis que le Sénégal a été éliminé, les gens ont oublié ou bien les gens ne suivent pas forcément comme avant la CAN. C'est vrai. Mais on suit justement cette CAN et on y retourne. Et on va parler justement des stylistes et des créateurs qui y résident, qui ont organisé ou bien qui vendent des collections spéciales CAN, mais aussi des créateurs qui sont ici au Sénégal et qui ont fait le voyage exprès pour y vendre des costumes africains made in Sénégal. D'accord, très bien. On y reviendra dans la deuxième partie. Bonjour à notre invité, Marouba Fall, enchantée. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça va bien? Ça va bien, merci. C'est un honneur de vous recevoir. Bonjour Ibou, comment ça va ce matin? Bonjour Laura, je vais super bien. Très bien. Oui. Comme un lundi, quoi. Super lundi et top. Ah, ben c'est bien. Et de quoi on va parler aujourd'hui dans la chronique Cannes décalée? Nous parlerons de l'intérêt général. Quand on part du principe que le président de la CAF, le Sud-Africain, lui-même, de sa fondation, a fait un don au niveau de la CAF même, à hauteur de 5 milliards de francs CFA, chacun peut s'interpeller que chacun est capable de faire de l'intérêt général. Et maintenant, nous, au niveau local, nos lions, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
nous allons développer pour parler de l'empathie, de la capacité sénégalaise à être solidaire. D'accord, bon, reste avec nous parce que ça va être juste après. On va d'abord peut-être faire un retour sur les matchs de ce week-end. C'est vrai, comme l'a dit Toumane, on a eu tendance aussi ici au niveau local à un peu se désintéresser de cette CAN pour certains. Mais la Coupe d'Afrique continue et vendredi et samedi, on a eu des matchs, évidemment. On a eu Nigeria, Angola et Guinée, République démocratique du Congo le vendredi, mais également Côte d'Ivoire, Mali et Cap-Vert, Afrique du Sud le samedi. Quelques retours peut-être à Alioune Badara sur ce week-end de football qui continue. Voilà, donc ça a été un week-end palpitant par rapport à tous ces matchs-là que tu viens de citer. La première affiche pour ces quarts de finale a opposé le Nigeria à l'Angola. Je pense que là, la logique sportive a été respectée, même si on avait quand même quelques craintes pour cette équipe nigériane qui souvent déjoue. Mais là, quand même, elle a fait respecter son standing en venant à bout de l'Angola sur le score, je pense bien, d'1-0. Ils se sont montrés très réalistes. Et pour une fois, et c'est vraiment le lieu de le souligner, le Nigeria présente l'une des meilleures défenses d'un tournoi, quand on sait que c'est une équipe qui est tellement portée vers l'avant. Donc maintenant qu'ils s'assurent de leurs arrières, c'est bien. Donc ils sont maintenant, je crois bien, assez outillés pour aller le plus loin possible. Et quand on parle d'aller le plus loin possible, c'est pourquoi pas de prendre le trophée. Parce que je l'ai dit ici, au regard de son énorme potentiel, de ses ressources humaines pratiquement infinies, en Afrique, je crois que le Nigeria a un palmarès qui me semble un peu dérisoire. C'est vrai, on me dira, vous Sénégalais, vous êtes un peu prétentieux, vous n'avez qu'un seul trophée, nous on en a 3. Mais quand on voit quand même l'histoire de cette équipe-là, elle mériterait au moins d'être la nation subsaharienne, donc la plus titrée. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un nouvel état d'esprit donc chez les Nigérians, et avec donc leur leader Osimhen qui se montre vraiment en patron sur la pelouse, qui se donne à fond tant en attaque qu'en défense. Je pense que le Nigeria est dorénavant donc le super grand favori de ce tournoi. Mais également chapeau aux Angolais qui ont bien honoré leur football en étant quart de finaliste de cette CAN-là. Donc pour la deuxième affiche de la soirée, pour le premier jour. Guinée-Côte d'Ivoire. Guinée-Côte d'Ivoire. Guinée-République démocratique du Congo. Guinée-RDC. Je crois que là, les Guinéens ont laissé filer comme une occasion historique d'être au moins demi-finaliste d'une CAN, parce que la RDC était un peu à leur portée. Mais comme toujours, la Guinée a été victime de son gardien de but. Voilà un pays qui n'a pas une tradition de bons gardiens de but. Et or, dans ce genre de compétition, pour aller très loin, il faut au moins derrière que vous puissiez bétonner, que vous ayez certaines certitudes. Mais quand on voit comment plutôt les Congolais ont marqué le troisième but, qui a assommé littéralement donc les joueurs du Sili national, le gardien a été un peu coupable. Et donc malheureusement, c'est ce qui a un peu plombé donc les espoirs guinéens pour qu'ils puissent avoir disons une telle possibilité pour les prochaines échéances. Ça va être très compliqué parce qu'il aurait suffi de passer le cap congolais pour s'ouvrir enfin les portes de la demi-finale. Et quand on arrive en demi-finale, tout est possible. Donc vraiment, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'ils ont été accueillis en grande pompe hier du côté de Conakry. Mais si j'étais guinéen, j'aurais été un peu quand même meurtri, je me disais, parce que je me dirais que là, on a laissé filer une occasion vraiment historique. C'est vrai que les Guinéens étaient assez déçus quand même. Ah oui, mais quand même, ils ont célébré leur jour. C'est normal également parce que depuis d'être allé aussi loin dans la compétition. Oui, parce que depuis 1976, pratiquement, on peut dire que c'est le meilleur classement en tout cas d'une équipe guinéenne à une CAN. Mais l'histoire ne retient que les vainqueurs. Et malheureusement, ils ont été sortis donc en quart de finale. C'est ça. Alors pour la troisième affiche... Là, c'est Côte d'Ivoire-Mali, le troisième. La Côte d'Ivoire, bon... Je pense qu'ils sont allés trouver un sorcier serreur, les Ivoiriens. Ah oui, là, c'est les grands ressuscités. Un sorcier serreur. Parce que jusqu'à la 89e minute, sont les aigles qui menaient, sont les aigles qui monopolisaient le cuir. Les aigles étaient en supériorité numérique. Jusqu'à la 89e minute, l'histoire retiendra que l'équipe qui menait jusqu'à la 89e minute a été sortie dans le jeu par l'autre. Et c'est incroyable, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé plutôt lors de cette rencontre bizarre, palpitante, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et vraiment, j'ai mal. J'ai de la peine pour cette belle équipe malienne qui avait, selon moi, le football le plus flamboyant donc, de cette CAN. Mais ce n'est pas une nouveauté. Le Mali joue excellemment bien. Mais malheureusement, il leur manque toujours ce petit quelque chose-là pour aller enfin au bout de leur rêve. Dommage, dommage. Mais ils vont devoir revenir encore. Mais je pense qu'avec cette génération-là, à force peut-être d'insister, il y a vraiment de quoi faire. Un jour viendra où le Mali sera enfin sacré champion d'Afrique. Et pour la dernière affiche également, on a aussi de la peine pour nos frères capverdiens. On parlait des Gaules tout à l'heure. Ils étaient un peu les représentants du Sénégal, quoi. Les représentants du Sénégal. Donc les requins bleus,
Parce qu'entre le Cap-Vert et le Sénégal, en vérité, il n'y a que la mer qui nous sépare. C'est ça. Mais c'est le même peuple. Donc à la SICAP, un peu partout, au quartier Baobab, dans tous ces grands quartiers de Dakar, ici au centre-ville, beaucoup de Sénégalais ont vibré, ont souhaité donc, la victoire des requins bleus, le Cap-Vert. Malheureusement, ça s'est terminé au tir au but, comme on dit. Voilà, c'est un peu le facteur chance qui vaut son pesant d'or. Et puis les tirs au but face aux meilleurs gardiens, c'est toujours aussi un challenge. C'est ça. Mais quand même, les Cap-Verdiens, ils ont de quoi être fiers de leur équipe. Ouais, franchement, un sacré parcours et un sacré gardien aussi d'ailleurs. C'est ça. Effectivement, c'est vrai que oui, les matchs de ce week-end, je pense qu'on en parlera un peu pendant longtemps, mais c'est vrai que ces surprises-là, qu'on appelle même plus surprises à ce stade de la compétition, c'est vraiment des parcours je pense qu'on ne les oubliera pas quand on dit que cette canne-là, c'est un peu la canne du siècle. Je pense qu'effectivement, quand on voit le parcours de la Côte d'Ivoire, comme ils disent, le cabri qui est mort, là, est-ce qu'il peut mourir encore? Vraiment, ils sont en train de nous le montrer à chaque match. Je pense que là, le Congo est en train de se préparer pour affronter la Côte d'Ivoire. Ibou, tu as suivi un petit peu, j'imagine, les matchs de ce week-end, non? Oui, si on est légèrement analytique, on peut se rendre compte que la Guinée et le Mali, j'ai pu voir deux styles de management très différents. Le Mali, c'est le coach lui-même qui garde le leadership. C'est lui qui donne le la et le li. Par contre, au niveau de la Guinée, ils n'ont pas de coach. Ou le coach qu'ils ont, soyons très honnêtes, est-ce qu'il a eu 300 heures ou 500 heures de management d'une telle sélection à tel niveau de compétition? Kaba, c'est notre petit, comment dirais-je, cousin qui nous taquine tout le temps. Mais il faudrait qu'il se dépasse de son état de jeu au niveau émotionnel. C'est la première fois, je pense, qu'on voit au niveau d'une CAN ou d'une grande compétition regroupant des nations qu'un coach pleure à chaudes larmes alors que le leadership qui doit être porté, surtout dans une compétition d'athlètes, n'est-ce pas, c'est la maîtrise de ses émotions. Il pouvait, certes, mais est-ce que c'était vraiment le message qu'il fallait envoyer? Le joueur était plus solide, qui venait le consoler lui-même. Et donc, dans son management, regardez un peu comment il était dans sa psychologie comportementale. Il n'a pas porté un leadership fort. Et ça s'est ressenti parce que son relais qui était au niveau du terrain, c'est Naby Keïta. Naby Keïta, hein? Son milieu de terrain là. Mais en réalité, il n'a pas la solidité physique. Lui-même sait que durant toute l'année, les matchs qu'il a eu à jouer n'ont pas donné la présence physique nécessaire de son poste. Il ne pouvait pas porter le leadership technique. Maintenant, si le banc est assez faible dans les orientations, il leur manquait, entre guillemets, un petit vieux avec une grande expérience pour pouvoir apporter le petit déclic de pouvoir garder la balle, de conserver et surtout d'être apaisé. L'équipe guinéenne n'a démontré à aucun moment de l'apaisement. Par contre, si on repart sur le côté malien, ils ont démontré de l'apaisement. Ils ont eu à jouer, ils ont eu à tout faire. Ils ont même surmonté les 2 pénaltys. Par contre, l'égalisation ivoirienne, j'aime mes amis ivoiriens, mes parents ivoiriens, mais rendons-nous compte qu'également la VAR a été très sélective. Parce qu'un joueur qui a eu un choc, on ne peut pas prédisposer que le choc, non, c'est moins de 2 kilos, 3 kilos ou 10 kilos. C'est une faute, qu'on siffle la faute pour garder la crédibilité de la compétition. Mais l'arbitre a passé outre. Et puis surtout, les arbitres. Certainement que je ferai une chronique un autre jour dans ce cadre, mais il faut qu'ils arrêtent de parler aux joueurs comme si c'était des enfants. Ils les infantilisent. C'est vrai, les compétiteurs sont habitués à râler. Mais quand même, regardez les arbitres anglais, la courtoisie qu'ils ont. Limite même, c'est des copains avec les joueurs parce qu'ils savent que ce n'est pas eux le centre du monde. Mais nos arbitres-là, c'est limite, taisez-vous, ne parlez pas, ne réfléchissez pas, ne respirez même pas. Mais non, c'est des adultes, c'est des professionnels. Et il y a des enfants qui regardent. Donc il faudrait qu'on soit dans le management empathique, dans le management de responsabilité pour que les joueurs puissent même s'épanouir librement. Mais finalement, quand ils vont jouer, nous donner du spectacle avec la peur, etc., vraiment non. Et dans les innovations, au niveau des pénaltys, nous, quand on était gamins, il y a plus d'une trentaine d'années, ce qu'on faisait, c'était très simple. Les pénaltys, on les tirait avant le match. Mais après, on l'a interdit parce qu'il y avait une telle passion, il y avait un tel engagement, parce qu'avant le match, on tire les pénaltys et tu sais que tu es déjà perdant. Comment tu vas jouer dans le match? Ah, là, ça Mais change on tout. était des fois à des 8-8 ou des 9-10 comme ça. Hein. Personne ne triche. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que les Africains proposent une fois à l'Institut qui s'occupe des règles d'arbitrage, des règles de jeu du football,
Parce qu'il me semble qu'on n'a jamais proposé quelque chose. Mais proposons, par exemple, les pénaltys avant le Ça pourrait début être du match. intéressant, effectivement. effectivement. C'est Et je pense qu'on va te redonner la parole dans un instant hein, pour ta chronique, mais on va en profiter aussi pour présenter notre invité du jour et peut-être aussi vous poser la question par rapport à ce que vous avez pensé un peu de ces matchs-là et de cette Coupe d'Afrique. Je te laisse, Alioune Badara, nous présenter notre invité. Voilà, un grand monsieur de la littérature sénégalaise, africaine, l'une des plumes les plus fécondes donc, du Sénégal. Hein. Et c'est un plaisir pour nous de le recevoir ici encore sur ce plateau Marouba Fall pour bénéficier de son érudition, et surtout en cette période un peu, voilà, disons, charnière pour notre pays. Alors, on sait que c'est un grand patriote. Il a fait pas mal de poèmes pour le raffermissement donc, de l'unité nationale, bien sûr. Donc, on va devoir, comme toujours, voilà, boire sa parole, l'écouter, donc faisant un appel pour donc, plus de solidarité nationale, plus, disons, d'unité nationale. Mais d'abord, arrêtons-nous sur le prétexte de sa venue ici sur ce plateau. Ce nouveau livre, hein, Le monde est plein de faux couples. Je pense que le titre l'illustre très bien. Hein? On dirait qu'il s'agit là d'une véritable thérapie de couple. Hein? Mais est-ce qu'il se limite seulement au couple tel qu'on le représente dans notre subconscient, c'est-à-dire fait d'un homme et d'une femme? Peut-être que ça peut aller beaucoup plus loin que cela. Et donc, avec lui, on va plonger dans ce livre, le pourquoi de ce titre-là, quels sont les messages qui sont véhiculés. Je l'ai lu un peu, mais comme je vois qu'il y a beaucoup de thématiques qui ont été abordées donc, dans ce livre-là. Donc, avec Marouba Fall, on reviendra sur tout cela. Et puis également, profiter de son autre bonnet, parce qu'il en a tellement, mais il est aussi, il faut le dire, président de l'association des parents d'élèves du mythique lycée. Ce lycée Seydina Limamoulaye, ce lycée dont toute la banlieue est fière, qui a produit beaucoup de lauréats du concours général et de ministres. Et donc, il fera également un plaidoyer pour une meilleure réhabilitation donc, de ce patrimoine de la banlieue et de tout le Sénégal. Donc voilà les questions qui seront abordées avec notre invité Marouba Fall. Marouba Fall, merci d'être avec nous encore une fois et on aura évidemment l'occasion dans la partie invitée de parler de votre ouvrage et de votre travail. Et concernant justement cette Coupe d'Afrique dont on parle beaucoup évidemment dans le début de cette émission, mais depuis plusieurs semaines, quel est votre regard en tant qu'homme de littérature? Comment vous voyez un petit peu les choses pour la suite? Donc, vous savez, moi, je ne suis pas très football. J'ai été déconnecté depuis que le Sénégal a été... Comme beaucoup. Tactiquement éliminé de la CAN. Donc, il est très foot alors. Est-ce que vous avez bien suivi en tout cas? Alors, vraiment, on ne s'attendait pas à cela, mais bon, on a vu que bon, les Ivoiriens, comme tu dis, hein, ils y ont vu clair, peut-être. Une fois. Parce que les Sénégalais, après leur premier but là, n'ont rien fait, quoi. Ils ont donné le temps aux autres de se ressaisir. Et depuis, la Côte d'Ivoire continue. Donc, on leur souhaite bonne chance. Il faut être fair play quand même. Nous sommes hors de la compétition, mais je pense que aussi nous avons bien joué. Notre équipe, c'est une équipe. Donc, moi, je ne regardais pas le Sénégal ou les autres années, mais depuis que Aliou est là, vraiment, je suis très branché et je suis très optimiste. Hein. Donc, il y a peut-être une erreur tactique, tout simplement, mais je pense que ce n'est pas la fin du monde et cette équipe a de beaux jours devant elle. Voilà. Merci beaucoup pour votre éclairage. Je suis là, comme vous l'avez dit, en tant que, bien sûr, écrivain, mais aussi en tant que président de l'association des parents d'élèves du lycée Seydina Limamoulaye, le lycée qui est en reconstruction. Et surtout les classes de seconde ont été rasées, si bien que c'est dans l'amphithéâtre qu'on a regroupé beaucoup de classes et ça fait râler bien sûr les enseignants, les parents, même les élèves, mais je pense que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre puisqu'il y a une dizaine de classes construites maintenant et il y a une dizaine d'autres qui vont attendre. Donc c'est pour rassurer à la fois les élèves et leurs parents parce que les élèves méritent d'avoir le quantum horaire nécessaire et les professeurs
mais je pense qu'on aurait pu dire que nous n'avons pas de place pour les secondes, mais comme le lycée polarise tous les collèges de la banlieue, beaucoup de collèges, donc on ne pouvait pas fermer. Et c'est pourquoi l'administration a fait ce qu'elle a pu quand même pour accueillir le maximum d'élèves. Maintenant, nous remercions bien sûr les professeurs qui ont accepté de travailler dans certaines conditions. Nous rassurons aussi les parents d'élèves qui m'ont écouté et qui laissent quand même le temps au temps, et si bien que les choses sont en train de bien se passer. Des parents quand même s'alarment et ils pensent qu'il y a eu beaucoup de temps perdu, parce que regrouper les élèves dans un amphithéâtre, peut-être que ça n'a pas permis de faire les cours comme il fallait, mais je leur ai dit qu'on a d'excellents professeurs au lycée Seydina Limamoulaye. Et puisque les classes maintenant commencent à être disponibles, le temps, le rattrapage va se faire. Moi, je suis un enseignant et je sais qu'en 1 mois, 2 mois, les professeurs pourront vraiment régler les problèmes. Donc, sur ce plan, aucun problème. Donc, voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas, pour rassurer les élèves qui vont avoir de belles classes, parce qu'on est en train de reconstruire. Ils vont avoir des classes vraiment aérées, bien éclairées, bien ventilées. Les professeurs aussi, au terme bien sûr de la reconstruction, n'auront plus des classes pléthoriques. Parce qu'actuellement, on fonctionne entre 70 et 80. Maintenant, je pense que ça va changer. Les parents aussi n'ont qu'à garder le calme, la sérénité, parce que je les représente et je suis professeur. Ensuite, proviseur, j'ai été conseiller de ministre, donc je sais ce qu'il faut faire. C'est un sujet que vous maîtrisez fort bien, et on reviendra plus en détail d'ailleurs. Absolument. Inch'Allah, effectivement, dans la partie invitée. Voilà. On va retourner du côté de chez Ibou hein, pour la CAN décalée. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce dont tu nous parlais tout à l'heure, à savoir les fondations, l'intérêt général, mais également les contributeurs aussi qui peuvent un peu permettre à certains projets de voir le jour? Absolument. L'intérêt général au Sénégal, chacun est doté de manière factuelle de s'impliquer dans l'intérêt général. Il y a même les Wolofs qui disent qui ça me sangle. C'est-à-dire que c'est mon ambassadeur, c'est quelqu'un que je dois comment dire, être dans la douceur, dans la courtoisie. Mais pourquoi? C'est parce que c'est la synchronisation sociale, malgré nos aspirations qui peuvent être différentes. Prenons le cas du Sud-Africain, toujours partant de la CAN. Le président de la CAF, c'est un Sud-Africain. Nous avons vu dans son comportement l'autre jour, quand l'Afrique du Sud jouait, il est resté à la grande hauteur et n'a manifesté aucune joie, il n'a manifesté aucun signe par rapport à ses camarades d'à côté. C'est du leadership. Mais dans son leadership également, même s'il est, je pense, légèrement milliardaire, hein, il a eu à faire un don de 10 millions de dollars à la CAF. Vous vous rendez compte, prendre 5 milliards de francs CFA et d'en faire un don. Je ne rentre pas dans les activités de ce que ça va faire ou autre. C'est là où on peut s'interpeller maintenant. Quand le président lui-même, qui n'est pas footballeur et qui parvient à pouvoir donner de ses propres biens pour développer le football, ou en tout cas une institution qui s'occupe du football africain, c'est la preuve en fait que l'intérêt général existe. Maintenant, au niveau Sénégal, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des fondations, même si je ne vais pas les citer, mais les Lions de la Teranga. Mais les Lions de la Teranga, il y avait ce qu'on appelait les Sénef, les Sénégalais de France, les Omar Gueye, les Bokandé, les Christophe Sagnan. Mais tous ces gens, ils ont eu à investir chacun dans son quartier, dans son village, pour son développement. Le plus récent, c'est Khalidou Koulibaly, qui dans son village d'origine, a investi autour de 100 000 euros, 65 millions de francs CFA. C'est déjà bien, nous le savons tous. Prenons le cas de M. Sadio Mané, à Bambali. Niancho, il a eu à démontrer que par la force de la volonté, on est capable de transformer nos ambitions en réalité. Maintenant, si on va dans un niveau plus impactant, plus globalisant, mais le supporter de Bambali
n'a aucune différence avec le supporter qui habite à la Siké Baobab. Aucune différence à quelqu'un qui est de Nioro, ou qui est à Goudiri, ou à Waoundé. Le dénominateur commun demeure le Sénégal. Pourquoi pas les institutions en charge, ou bien même les supporters? Le 12e Gaïndé a déjà une institution. La preuve que même avec Lebougui et Alekaza, il se déplace. C'est très bien. Mais on peut aller à un niveau plus impactant. Comment? Par la fondation, la mise en place de la fondation des Lions. Vous vous rendez compte, le jour où le Sénégal aura une fondation des Lions de la Teranga, ce serait le top. Comment ce serait le top? Parce qu'il y a une analyse systémique de ce qu'on va faire, des fonds qui seront disponibles. Nous allons réfléchir sur est-ce que ce serait que du social? Non, la fondation ne fera que du social. Est-ce que ce serait que des investissements producteurs de richesse? Non, ce sera une diversité. Le menuisier mécanique, le vendeur ambulant, le djaïketu tchaf, tous ces gens-là représentent les supporters. Ils auront droit à ce fonds. Pourquoi ils auront droit à ce fonds? Parce qu'il suffit de l'élaboration d'un projet, selon des critères définis, il y aura des sélections, et puis tout de suite, pour qu'ils accèdent à un fonds. Parce que si je prends le cas de M. Khalidou Koulibaly, je le cite souvent parce que c'est le capitaine. S'il faut taper, c'est lui qu'il faut taper. S'il faut récompenser, on commence par lui. Entre son déplacement de Napoli jusque dans son club saoudien, ça tourne autour de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, disons que c'est une trentaine de milliards de francs CFA. Et là, il lui a donné 100 000 euros dans son village natal. Ce n'est même pas son village natal d'ailleurs, c'est le village natal de ses parents. Parce que lui, il est né dans les Vosges. Mais si on part de ce principe, un Edouard Mendy qui s'investit, qui n'est même pas né au Sénégal, il y en a des milliers, pour ne pas dire beaucoup de centaines de milliers. C'est à nous maintenant de lui proposer un projet de la mise en place d'une fondation des Lions de la Teranga. Pourquoi? Pour avoir un impact économique, un impact social. Et ce fonds même, s'il est disponible à travers la fondation, vous vous rendez compte le nombre de jeunes, supporters, sénégalais, qui ont eu à perdre la vie en allant en Nicaragua. Le nombre de nos enfants, de nos neveux, de nos parents, filles et garçons, décédés pour aller dans d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie. Parce que, pourquoi? Ils s'interpellent. Est-ce qu'ils ont tous les outils? Est-ce qu'ils ont tous les instruments? Mais j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de supporters qui sont décédés dans ces traversées. Donc cette fondation-là aura un impact dans ça. Mais par ailleurs, n'oublions pas que nous sommes dans la déconcentralisation, dans la décentralisation de l'État du Sénégal. Mais ces fondations peuvent avoir des filiales dans n'importe quel 45 départements du Sénégal. De ce fait, quand je suis à Nioro, mais je peux aller dans cette fondation, chercher des fonds de financement pour pouvoir faire mon maraîchage, pour pouvoir faire autre chose. Pour revenir encore sur la chute, si nous parvenons à donner 500 hectares au capitaine des Lions, l'État lui donne 500 hectares. Dans la zone, un peu au Sénégal, ça peut être un peu partout, mais 500 hectares où on met plus de 200 000 arbres fruitiers, j'en suis convaincu qu'il y aura un impact alimentaire, un impact nutritionnel. Pour moi, j'ai fait le plaidoyer et je tiens, et j'espère vraiment que les autorités qui nous suivent, que ce soit la fédération, que le ministère, les supporters de Lebougui, d'Alekaza ou de 12e Gaïndé puissent se dire, mais tiens, pourquoi pas? Essayons. Il y a des sociétés qui sont dans le secteur marchand et commercial qui mettent une fondation. Mais quand une équipe nationale, vous vous rendez compte, une équipe nationale, c'est l'équivalent maintenant d'une armée, c'est l'équivalent d'un président, c'est l'équivalent d'un drapeau, c'est l'équivalent d'un territoire. Allons vers une fondation des Lions en tenant compte que cette fondation elle-même pourrait aider les autres activités sportives. L'athlétisme, qui devient le parent pauvre, le judo, le karaté, le taekwondo. Je fais un clin d'œil à notre taekwondo d'hier. Aidez-nous, parce que nous n'avons même pas de tapis pour pouvoir que nos enfants puissent jouer dans le taekwondo. Monsieur le Président Ndarnian, avec beaucoup de pudeur, ne peut pas porter ce plaidoyer tout le temps. Mais c'est à nous, l'ensemble des parents, ça ne nous gêne pas de demander à la fédération, aux fédérations, aux Lions, d'aider notre club de taekwondo. Hier, j'ai vu à la télé, dans un village, quelqu'un qui apprenait le taekwondo aux enfants sénégalais. Mais c'était dans le sable. Mais c'est la preuve, en fait, qu'il nous souffre de très peu, mais vraiment de très peu, pour la mise en place de cette fondation, pour impacter les autres disciplines sportives, également le champ économique et social du Sénégal. Effectivement, mais je pense que le plaidoyer est passé, hein, Alioune Badara. Ah oui, je pense que c'est un plaidoyer qui est très pertinent. Et puis, déjà, bon, c'est devenu même une tendance hein, chez
dans le monde un peu du sport de haut niveau, dans le sport de haut niveau, que de voir des sportifs ériger donc des fondations, voire même des institutions comme des équipes nationales, parce que ça crée une belle émulation. Et puis, même en termes d'image de marque, donc ça la relève. Parce que je me souviens, par exemple, de ce bel élan de solidarité des joueurs uruguayens de retour de leur participation glorieuse à la Coupe du Monde qui avait donc reversé l'intégralité de leurs primes à l'époque. Hein? Donc, si les joueurs uruguayens l'ont fait, pourquoi pas des joueurs sénégalais ghanéens? Je pense que c'est bel et bien possible. Quand on prend l'Uruguay, c'est un tout petit pays, donc d'à peine habité de 3 millions d'habitants. Je pense qu'en termes de capacité financière, l'Uruguay n'est pas tellement au-dessus du Sénégal. Donc c'est juste une question peut-être également de communication, peut-être de conseils bien placés à l'endroit de ces joueurs uruguayens-là pour qu'ils puissent aujourd'hui servir de modèle. Donc je pense que les Sénégalais aussi font pas mal d'activités humanitaires. Je peux en témoigner, par exemple. Je peux donner l'exemple d'Idrissa Gana Gueye. Ma propre tante a bénéficié véritablement de ses largesses parce qu'elle a été soignée intégralement par Idrissa Gana Gueye. Mais ça, c'est des actions un peu isolées. Mais je crois qu'Idrissa Gana Gueye, rien ne l'empêcherait aujourd'hui de pouvoir mettre sur pied vraiment sa propre fondation aussi. Sa propre fondation, Sadio Mané également, de même que Khalidou Koulibaly. Et puis également, même par rapport à leur imposition, ça peut être aussi une petite belle affaire. Absolument. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, mettre sur pied une fondation, ça vous permet au moins de bénéficier de certaines exonérations. Absolument. Quand vous avez peut-être d'autres activités lucratives et tout cela. Et puis même, surtout pour l'image de marque. Parce que des fois, au Sénégal, on se dit que notre équipe nationale, elle est trop chouchoutée. Déjà, ils sont tous pratiquement milliardaires. Et voilà. Et puis, on se permet de leur donner des primes, vraiment, que d'aucuns qualifient de folie. N'est-ce pas? Alors, est-ce que ce serait mérité? Bon, on va dire que par rapport au bonheur qu'ils nous procure, le bonheur n'a pas de prix, mais quand même des fois aussi, ce débat mériterait d'être posé sur la table aussi. Quand on voit également tout ce qu'ils reçoivent comme prime de la part du pays, donc c'est énorme au regard des difficultés et puis des enjeux du moment donc pour le Sénégal. Mais bon, ça c'est un autre débat. Moi j'ai mon avis. Bon, si on me le demande, je le donnerai bien volontiers. Parce que quand même, quand on donne des primes, il faut tenir compte également des réalités socio-économiques de ce pays-là et puis aussi des possibilités financières de ceux-là qui en bénéficient. Parce que souvent ces jours-là, ils sont milliardaires pour la plupart. Alors on pourrait mettre sur pied une fondation, la fondation de l'équipe nationale du Sénégal. Et ce serait en termes de marketing quelque chose de formidable, de fort. Et il pourrait impacter pas mal de secteurs d'activité dans ce pays. Et comme l'a dit Ibou, même les fédérations dites pauvres pourraient en bénéficier. Je pense que l'idée avait germé en 2002, mais après, on ne l'a pas poussé loin. Voilà, c'est retombé en léthargie. Pourquoi ne pas la ressusciter et vraiment de la concrétiser, quoi. Peut-être par rapport au, à ces primes-là qu'on donne aux joueurs. C'est très difficile de faire un cadeau à un riche, mais c'est l'acte qui compte. On ne trouve jamais quoi acheter à quelqu'un qui gagne beaucoup. Déjà, voilà. Après, par rapport à l'idée également de vous, c'est juste super. Mais moi, je pense également à ces fondations, mais qui n'impliquent pas peut-être les lions en tant que... Enfin, tous les lions, mais individuellement. Je vois que pas mal de joueurs à l'échelle internationale ont des fondations dirigées par leurs femmes ou leurs mères. Est-ce que nous, en Afrique, on a cette culture d'impliquer nos femmes? Je ne suis pas féministe, mais c'est une manière un peu de penser à ces femmes-là qu'on appelle WACS, qui sont les femmes de sportifs, pas juste footballeurs, qui mènent en tout cas les activités parce que souvent, peut-être, elles sont entre guillemets femmes au foyer, entre guillemets, parce que monsieur est souvent en club, etc. Alors, c'est une manière de les impliquer un peu. Si on prend le cas de Mbappé, c'est sa mère qui gère sa fondation et qui aide justement ces jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs sénégalais sont prêts à impliquer autant leurs femmes et à justement leur, avoir des fondations et leur confier les rênes de l'organisation par leurs femmes carrément, en fait? Non, mais je pense que c'est une bonne question que tu poses. Ça donne aussi des idées, tout comme les idées effectivement qu'a pu évoquer Abou. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dont tu as parlé qui est assez symbolique. C'est vraiment le fait il y a beaucoup de multinationales, il y a beaucoup d'ONG qui ont justement des politiques qui servent directement à vouloir supporter des causes. Mais qu'en est-il justement
des éléments numéro 1 finalement de la nation, à savoir les joueurs ou même dans d'autres disciplines, hein, bien sûr. Et c'est vrai que la symbolique est complètement différente parce que parfois, dans certaines organisations, on va avoir tendance on va voir en fait qu'une partie des fonds va être reversée à telle cause, mais c'est beaucoup plus pour l'image de marque que pour la cause en elle-même. Donc évidemment, on se pose la question aussi de quelle manière les Lions pourraient, eux, à la fois pour l'image de marque, comme le disait Alioune Badara, mais aussi pour l'impact social et économique qui a beaucoup plus de sens pour eux parce que c'est leur pays d'origine. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? En tout cas, vous voyez, le plaidoyer de M. Ba me plaît beaucoup parce que j'ai remarqué qu'il y a des fondations individuelles, il y a des joueurs qui font des actions pour leur village ou pour la localité de leur naissance, n'est-ce pas? C'est très bien. Mais je pense que ce qu'il dit, c'est qu'on ait une fondation où vraiment chacun mettra ce qu'il a, et avec aussi l'appui de l'État. Absolument. Et puis ça permettra aussi, bien sûr, d'avoir une plus grande visibilité de l'importance d'une équipe de football. Et puis une telle fondation permettra aussi peut-être d'aider les écoles de football qui existent maintenant partout, n'est-ce pas? Et puis ça ne va pas servir seulement le sport, mais aussi les divers domaines de la société. Vous avez parlé d'aider des malades, etc., donner des bourses, par exemple, à des, etc., etc. Donc, moi, je vois que c'est ça, sa vision. Oui, et je pense qu'il faudrait l'encourager parce que l'État déjà fait assez pour le football surtout. Parce que je me souviens, il y a eu des années où vraiment on traitait notre équipe d'équipe mendiante. Et beaucoup d'équipes comme la Côte d'Ivoire disaient que des mendiants ne vont pas nous battre parce que pour aller participer à des compétitions, on était obligé d'aller dans les écoles, de demander la contribution de ceci. Donc, sur ce plan, il faut aussi vraiment féliciter le gouvernement, surtout le ministère des Sports, n'est-ce pas, qui a mis notre équipe dans d'excellentes conditions. Maintenant, une fondation, vraiment, c'est idéal. Moi, je pense que c'est à encourager. Professeur Marou Bafal, on va poursuivre avec vous et dans la première partie de la rubrique invité, et ce sera juste après ceci. Alors, professeur, vous venez ce matin aussi pour nous présenter votre dernier ouvrage, donc Le monde est plein de faux couples, comme l'a un peu annoncé Alioune Badara. Alors, je te laisse la parole, évidemment, pour qu'on puisse commencer un petit peu à rentrer dans cet ouvrage, que vous puissiez nous expliquer aussi quel a été l'objectif. J'espère que ce ne sera pas le dernier, c'est un nouvel ouvrage. Oui, le dernier en date. Donc, le roman, c'est Le monde est plein de faux couples, c'est un titre provocateur à souhait, mais quand on parle de couple, on pense en général au couple conjugal, mari-femme, n'est-ce pas? Mais il s'agit bien sûr de cela au début, mais aussi il y a d'autres couples, hein. Il y a des amis, il y a les faux amis, même en politique, il y a aussi des couples. J'ai parlé du couple Senghor-Abdou Diouf, du couple Abdou Diouf et son ami le Premier ministre Habib Thiam. Okay. Hein, pourquoi pas? Il y a même le couple proviseur, censeur, etc. Par exemple, il y a le proviseur qui s'appelle Mbet Gueye et son censeur qui s'appelle Bar Top. Donc, la barbug. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de subtilités comme ça. Oui. Et c'est ça. Parce que le couple idéal, c'est ça mon problème. Parce que, bon, je suis comme nous tous, certainement que nous y pensons. Et je me suis souvent dit, c'est ma façon de voir les choses, hein, qu'en général, ceux qui s'aiment véritablement, est-ce qu'ils se marient? En général, on n'a pas peut-être l'épouse qu'on souhaitait ou le mari qu'on souhaitait. Et c'est ce qui explique peut-être les aventures extra-conjugales, parce que chacun cherche, chaque Adam cherche son Ève, ou chaque Roméo cherche sa Juliette, etc.
Donc, et je me dis que les auteurs classiques qui disent que les dieux sont jaloux ont peut-être raison, parce que si on a la femme idéale, ou si on a l'homme idéal, mais on est au paradis. Mais nous sommes au monde. Et donc, le bonheur parfait, n'est-ce pas, est interdit aux hommes, presque. C'est ça que je pense. Nous, l'islam, par exemple, aide beaucoup les hommes. Parce que si tu n'as pas la femme que tu souhaitais, tu peux avoir encore 3 autres au choix. Mais ce sont les femmes, je l'explique ici. Les femmes, peut-être, n'ont pas ce choix-là. Parce que moi, le problème, là, c'est le couple fusionnel. Et d'ailleurs, la légende de Siga et de Mbar Siga, que le protagoniste principal, qui s'appelle Yatma, il est écrivain. Et tout au long du récit, il est en train d'écrire, parce que ça l'obsède. Et il a écrit une légende, n'est-ce pas, qui montre ce que c'est qu'un couple fusionnel. Ça, c'est le vrai couple, mais on rencontre des couples, les gens vivent comme ça, on sauve la face. On vous envie comme ça, mais au fond ouais. Ce n'est pas tellement ça. Il y a un désert sentimental. Oui, voilà. Donc, si je comprends bien, autrement, aujourd'hui, il y a plus de mariage de raison que de mariage d'amour. Voilà. C'est ce que vous semblez dire dans ce livre. Des mariages de raison, d'affaires. Voilà. L'heure de fonder un foyer Et puis surtout arrive, dans nos pays, est-ce que l'amour avec un A majuscule comme on le conçoit en Occident? Parce que c'est les cousins et les cousines qui finissent au coussin, etc. Mais vous avez essayé peut-être un peu... Dans cet extrait justement où on a la légende de Sira et de Mbar Siga, vous avez essayé peut-être de répondre à cette question-là de l'amour avec le A majuscule. Alors je vais vous lire un peu l'extrait. Donc la légende de Sira et de Mbar Siga, qui n'a pas entendu de la bouche de son grand-père ou de sa grand-mère, de la bouche d'un vieillard ou d'un griot, la merveilleuse mais tragique légende de l'amour majuscule qui liait Sira à Mbar Siga et Mbar Siga à Sira. C'était un amour partagé, tellement bien partagé que Mbar Siga ne pouvait plus se passer de Sira et que Sira croyait dur comme fer que sa vie serait un enfer sans Mbar Siga. Sira était la fille unique de Bursa Mkadom, d'Amel du Kajor, et la reine Sopngalam. Sopngalam, qui aime l'or. C'est ça, dite Lamboudis. Elle était d'une beauté solaire. Quand elle eut 16 hivernages, le prince Yakarumreu, héritier du trône du Bawol, accompagné de son griot au verbe emmiellé et d'esclaves chargés de somptueux présents, vint demander sa main à ses parents. Quelle ne fut la déception de ces derniers, la déception de la reine Sopngalam, dois-je préciser, lorsque Linger Siranjaga Jalorfal leur avoua que son cœur, qui n'avait écouté ni sa raison ni son rang, battait déjà pour quelqu'un d'autre, pour Mbar Siga Jogoinjai, un captif que le roi avait choisi comme chef de sa garde rapprochée. Mariage impossible. Mariage impossible. Ou bien l'incroyable se produit, ils ont finalement... Le mariage ne va pas avoir lieu parce que la reine Sopngalam, qui aime l'or, bien sûr. Lamboudis, le bracelet, c'est une façon de parler chez nous, n'est-ce pas, pour montrer la haute classe à laquelle on appartient. Lamboudis bien en Wolof, quoi. Donc, voilà, donc, parce que c'est wolofisé, souvent, c'est bien. Et puis, le prince Yakarumreu, l'espoir d'un pays, le bourg, n'est-ce pas, Sam Kadom, qui respecte sa parole, la parole donnée, etc. Donc, il y a des suggestions qui sont données. Donc, finalement, sous l'influence de la reine, donc, le roi va convaincre sa fille d'épouser le prince Yakarumreu. Bien sûr. Mais à la nuit pour consommer, maintenant, Sira va demander la permission d'aller dire 4 mots à son soupirant qu'on a soupçonné d'avoir voulu faire un coup d'État. C'était puisque les gens... c'était pour... l'éloigner carrément. Non, c'était pour rassurer ses parents et le prince. Et elle entre dans la prison avec un couteau caché et elle se donne à son soupirant. Elle le poignarde et elle se poignarde. C'est un suicide. Et quand elle s'est enfermée et avait demandé aux guerriers de ne pas ouvrir sans son appel. Et quand on a ouvert avec l'autorisation du roi, on les a trouvés couchés côte à côte, main dans la main.
n'est-ce pas? Et c'est comme ça. Donc, elle avait juré de ne se donner qu'à... Et là, vous pointez un doigt accusateur sur la société? Bof, la société aussi a ses responsabilités. Qui est responsable de cette tragédie? Parce que toujours, on n'encourage pas les mariages d'amour en général. Surtout dans nos traditions, c'est le mariage endogamique. La cousine, c'est pour le cousin. On préfère aussi trouver un parent. Ou si ce n'est pas ça, on cherche quelqu'un, n'est-ce pas, qui est riche, etc., etc. Mais on se demande si l'amour majuscule, comme je dis, existe vraiment, n'est-ce pas, dans nos sociétés où l'individu n'est pas libre de son choix. Parce que chacun a son mot à dire. Et c'est ça qui est grave. Parce que le mariage, c'est quelque chose de personnel qui devait être soumis à la liberté de choix. Mais même, vous choisissez de sortir avec quelqu'un, vos amis, chacun a son mot à dire. Alors, c'est ça qui fausse aussi le couple, quoi. Toumani, c'est un sujet qui... Certainement. Pourquoi certainement? Pourquoi certainement? Elle est en train peut-être de faire le bon choix. Ou de prendre des notes. Je vais m'attarder sur l'adjectif que vous avez utilisé, faux. Finalement, lorsque je vous entends parler, j'ai l'impression qu'il ne suffit que de l'amour pour que donc ce couple soit vrai, finalement. Selon vous, est-ce qu'il suffit que de l'amour? Et s'il y a l'amour alors qu'il n'y a pas le respect, il n'y a pas tel et tel, il n'y a pas de dialogue, etc., est-ce que finalement ce couple est vrai? Bon, le problème que, bien sûr, l'amour, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, on le dit. Bon, sûr, on a besoin, bien sûr, aussi du respect, mais quand il y a un amour majuscule, ça va avec le respect, avec la considération, bien sûr, la solidarité, la complicité. Tout va avec, hein, quand dans l'amour, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un ou quelqu'une sans le respecter ou la respecter, sans l'entourer des soins nécessaires. C'est vrai, mais pour les parents, bon, la proximité peut-être est importante parce que quand vous êtes avec un parent ou une parente, peut-être que l'entourage aidant, peut-être que ça permet de consolider, n'est-ce pas, le mariage. Parce que si beaucoup de couples éclatent facilement, en tout cas, ce que nous entendons, c'est parce que les jeunes s'isolent dans leur appartement, ils sont seuls, et le télescopage, quand ça arrive, il n'y a personne pour les séparer. D'autre part aussi, on pense que, comme on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, il faut peut-être choisir un conjoint, un partenaire qui puisse vous supporter. Mais aujourd'hui, je pense que le couple moderne, en tout cas, l'homme travaille, la femme travaille, et de plus en plus, les garçons, je le dis de toute façon à mes enfants et à mes gendres aussi, quand je vous donne ma fille, d'ailleurs je ne donne pas, je vous confie tout simplement. Tout simplement. Donc, de plus en plus, on constate que ce sont les garçons qui demandent si la fille travaille. C'est vrai. Tout à fait. Non, actuellement, les choses ont tellement bougé que... C'est une vraie réalité de notre société. Non, c'est terrible. C'est une vraie thérapie. C'est ça. Parce que c'est finalement les épouses qui supportent leur mari avec la génération-là. Parce que vous voyez un gosse... qui n'a pas les moyens de joindre les deux bouts, qui veut prendre plusieurs femmes à la fois. Ça, c'est un peu criminel. En tout cas, le problème c'est de l'irresponsabilité, je veux dire. Je suis ravi de ces explications parce que comme je n'ai pas encore eu à m'approprier du contenu du livre, je retiens qu'on demeure toujours qu'on oublie une fonction chez l'homme et chez la femme. On est le fils de quelqu'un, on est le frère de quelqu'un, on est le cousin de quelqu'un, on est le papa de quelqu'un, on est le voisin de quelqu'un. On est le mari aussi d'une dame. Et si on prend tous ces paramètres-là, c'est comme si l'amour devait prédominer sur l'ensemble des autres fonctions.
Et donc, ce tiraillement qui est entre l'amour qui est la plus grande douceur, mais aussi la plus grande douleur. Mais comment conjuguer ces deux dans un seul corps et dans une seule aspiration? Tout dépend du partenaire. Moi, je pense que le partenaire de raison ou les mariages de raison qui se faisaient créaient un équilibre dans la société. Mais après, plus tard, quand l'industrie du cinéma est venue, on nous a projeté dans nos aspirations, dans nos peurs même et dans nos désespoirs, que voilà, c'est un beau garçon, une belle femme avec 2 enfants, la voiture et la grande maison. Mais en réalité, le vrai monde est totalement différent de ça. Peut-être que chez nous, si on prend la banlieue, c'est peut-être que quelqu'un qui vit sur 11 mètres carrés avec son mari et que son mari, quand il rentre le soir, n'a pas le temps de prendre la douche. Et surtout les femmes au foyer, le drame, c'est que la femme au foyer elle-même, mais c'est une dichotomie incroyable. La femme au foyer est devant sa télé, a moins d'activité intellectuelle et physique, donc moins d'épanouissement. Le mari est parti au travail et dans un environnement où il y a des pressions, il y a du stress, parce que c'est un lieu de richesse, d'activité professionnelle. À son retour à la maison, son seul rêve, c'est vraiment de regarder la télé et de ne rien faire. Alors qu'à cet instant-là, son épouse, qu'est-ce qu'elle souhaite? Un échange avec un humain, discuter, etc. Donc je pense que on ne peut pas trouver un équilibre facile partant de l'amour, mais on peut trouver un équilibre facile en partant de la raison. Je me permets de citer une page Facebook où un petit vieux comme moi y va souvent, qui s'appelle Cher Poste, mais j'y rencontre mes nièces, mes neveux, etc., mais qui parlent d'amour. Mais dans la vie de tous les jours, ils ne me parlent pas d'amour. Et cela m'intrigue, parce que leur position, leur posture, à peine 17, 18, 19 ans, leur posture, je me dis, mais on est dans quel monde? Alors qu'en réalité, il leur suffit juste de dire que vous ne pouvez pas avoir raison 100%, c'est juste de la concession quand on est ensemble. Que ça soit au travail, dans la vie de tous les jours, dans la circulation et surtout quand on se dit que c'est de l'amour. Mais vraiment, merci de faire cette ode. Mais par contre, quand vous dites le faux couple, moi j'ai compris que vous voulez dire que nous sommes beaucoup plus en pairo que d'être en couple. Parce que le couple est fusionnel et la paire, c'est comme 2 paires de chaussures. Vous partagez? Ah non, 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 c'est-à-dire que c'est un débat très ouvert. Chacun peut se faire son idée. Dans le bouquin, de toute façon, je présente 2 couples, par exemple, c'est autour de Yatma à 2 épouses. L'une, c'est sa première femme avec qui il a de grands enfants, mais rien ne se passe plus entre eux. Mais c'est le sutura, on gère. On ne partage plus même le même lit, etc. Mais de l'extérieur, on les envie. Parce qu'on ne se dispute pas, tout roule. Mais c'est avec l'autre qui est institutrice, qui a divorcé et qui a de grands enfants qu'il s'entend mieux. Parce qu'il y a justement ce commerce de la complicité, etc. Parce qu'il y a la même vision. Parce que aussi, pour qu'il y ait un couple fusionnel, il faut qu'il y ait concordance de points de vue, de vision, d'aspiration, etc. Mais alors, si on vous force à épouser, par exemple, une cousine, etc., si vous n'avez pas le même niveau intellectuel ou les mêmes visions, les mêmes aspirations, bon, le couple est là. Mais ce n'est pas un vrai couple, c'est ce que j'appelle les faux couples, quoi. N'est-ce pas? On va y réfléchir, je pense, pendant le clip du jour. Hein, on va essayer d'en discuter un peu. C'est vrai, c'est un sujet vraiment plaisant, il y a beaucoup à dire. Et puis même aussi, vous avez abordé un autre sujet qui est tabou dans notre société, l'inceste. Oui. Qui serait un peu la résultante de ces problèmes qu'on a. Parce que mais dans la deuxième partie, on reviendra sur cela. Ce n'est même pas l'inceste, c'est l'adultère. L'adultère, oui. C'est l'adultère. Et moi, je va le garder pour la deuxième partie. Je l'écrirai en 2 mots. Adultère. Aduler la terre. Parce que c'est la recherche du bonheur. Parce que peut-être on va me condamner de dire ça, mais celui qui va... qui fait l'adultère, il cherche son plaisir, son bonheur, n'est-ce pas, que ce soit l'homme ou la femme. Mais la société condamne cela, mais la société devrait réfléchir pour qu'il n'y ait pas l'adultère.
Merci beaucoup. On va souffler 2 minutes avec le clip du jour de Pape et Cher et on reviendra juste après pour la suite de ce choix de clip qui nous permet également de rendre hommage à Cher qui nous a quittés et de rendre hommage aussi à ce duo musical évidemment qui a marqué quand même notre culture musicale, je dirais. Oui, un groupe, en tout cas l'un des plus célèbres de ce pays, un duo. C'est parce que c'est un duo, bon, comme un couple également. C'est un couple. Donc l'un des couples donc, sur le plan musical les plus célèbres du Sénégal, surtout à partir donc, de 2000, lors de la fameuse présidentielle, la première alternance qui s'est produite au Sénégal, avec leurs chansons qui avaient vraiment permis d'apaiser un peu les esprits, de faire baisser la tension. Boulen Yengel Galgi, le Galgi, il faisait référence au Sénégal, cette pirogue que nous partageons, et nous sommes tous à bord. Donc pour que chacun puisse se sauver, il faut que la pirogue se sauve, il faut que le Sénégal se sauve. En quelque sorte, c'est ce qu'il disait donc, dans ce message très fort et jusqu'à présent, c'est un message d'une brûlante actualité quand on interroge aujourd'hui l'actualité du Sénégal. Et donc ça nous permet encore une fois de leur rendre hommage et de prier pour le repos donc, de l'âme de Cher, Pape qu'on avait reçu donc, lors de la fin d'année. Voilà, c'est un moment agréable qu'il avait partagé avec les enfants sur le plateau de Kenkeliba. Un grand monsieur, vraiment, j'imagine sa peine, sa douleur à cet instant. Mais voilà, on lui transmet nos ondes les plus positives et qu'il puisse véritablement surmonter ce cap-là, cette douleur, et revenir sur scène, même si ça va être très compliqué quand même. Effectivement. On va poursuivre avec la chronique tendance à 7h passées de 51 minutes avec Toumani. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement ce dont tu nous parlais tout à l'heure, à savoir les créateurs? Alors, je vous propose de prendre vos passeports. On va aller en Côte d'Ivoire, retrouver le club de la RTS. On y retourne alors. Aline, il n'est pas... Aline ne veut pas y retourner. Tu ne veux pas qu'on y retourne? Où ça? En Côte d'Ivoire? Ah, mais bien sûr. Oui, quand même. La Côte d'Ivoire reste une destination de choix. Tout à fait. Alors, sauf qu'on ne va pas aller au niveau du stade, mais on va aller voir les créateurs qui résident en Côte d'Ivoire et qui ont proposé des collections spéciales, en tout cas, je peux dire ça comme ça, pour la CAN 2023. Mais pour terminer également, vous allez voir dans l'élément un Sénégalais qui a quitté exprès le Sénégal pour la CAN et pour y présenter des costumes africains made in Sénégal. On a vu là une belle mise en valeur du Made in Sénégal, du Made in Africa dans le cadre de cette CAN. On a vu aussi le batik qui, je pense, ça symbolise aussi un petit peu cette unité-là parce que le batik aussi, dans sa façon la plus ancestrale, il est pratiqué au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire aussi, au Mali, etc. C'est un excellent exemple. Ça, c'est l'aura culture qui Absolument, parle. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de Sénégalais en Côte d'Ivoire. Selon les estimations, en 2020, il y aurait près de 30 000 personnes, 30 000 Sénégalais en Côte d'Ivoire. Alors, si vous voyez l'élément, bien sûr, le premier, c'est un Sénégalais, je me répète, qui réside là-bas. Le dernier, il a quitté, mais la cliente également, qui est venue acheter des tenues aux couleurs de la Côte d'Ivoire, mais est d'origine sénégalaise finalement. Alors même s'ils sont ivoiriens, ils sont souvent d'origine sénégalaise, ils ont des parents sénégalais. Alors si vous voyez même, le premier styliste a proposé des couleurs, des tenues avec les couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire, mais également du Sénégal. L'idée c'est quoi? Si vous voyez, ce ne sont pas forcément des maillots, mais ce sont des chemises, c'est du Made in Africa. Pourquoi? Parce que pendant la CAN, Ibou ou bien nos invités, Alune va vouloir peut-être aller au bureau tout en supportant. Disons que le Sénégal va jouer dans quelques temps, ou bien la Côte d'Ivoire va jouer dans 1 heure, 2 heures. Moi, je vais au bureau, mais je veux montrer que je supporte le Sénégal. Et forcément, peut-être j'ai une réunion, etc. Je ne peux pas forcément être en maillot, même si avec la CAN, on comprend effectivement. Mais l'idée, c'est de permettre à Alune, à d'autres, de s'habiller en chemise tout en supportant l'équipe. Donc, avec ça, bien sûr, l'Afrique, c'est les couleurs, parce que tu parles du batik, le wax, etc. Juste des tissus en coton, mais de différentes couleurs, vert, jaune, rouge, ou bien orange, blanc, vert pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont ces genres de tissus qu'ils utilisent, mais justement avec des chemises, en suivant des modèles, disons, plutôt modernes, mais également des costumes africains. Comme vous voyez, Tidiane aujourd'hui, qui a choisi de quitter le Sénégal exprès pour aller en Côte d'Ivoire, c'est ce qui montre qu'il y a vraiment un business là-bas. Parce que imagine-toi, payer ton billet d'avion aller-retour,
pendant toute la CAN, tu y résides, et vendre également ces tenues Made in Africa, tout en sachant qu'il y a des stylistes là-bas, il y a des couturiers là-bas qui font du Made in Africa aujourd'hui. Et ça, c'est l'échange aussi. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais ici, de tailleurs ici, cherchent même à aller en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée, pour y être et faire leur métier, en fait, c'est-à-dire coudre et vendre des tenues Made in Africa. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, le Sénégal, le Made in Africa, on ne s'en rend pas compte, mais on pèse très lourd. Et les tailleurs sont vraiment top. Aujourd'hui, les Gabonais, même je vais dire parce qu'il y a pas mal de dames, même si les Gabonais aussi, mais il y a pas mal de dames qui viennent ici au marché HLM, qui font, disons, de la, comment dire, c'est-à-dire qu'ils ont un marché, ils viennent ici au Sénégal, ils achètent des tenues et ils rentrent chez eux pour revendre, effectivement. On m'a présenté une dame la dernière fois au marché HLM qui a une, je ne vais même pas dire une boutique, mais une maison de couture carrément au Gabon, et qui ici vient au marché HLM, donne, disons, chaque 10 tenues à tel tailleur et à tel tailleur, mais au Gabon, elle a toute une maison de couture, c'est une grande dame clientèle ici, et pourtant, ce sont les Sénégalais, non Sénégalais, nos tailleurs qui confectionnent ces tenues que l'on vend très, très cher au Gabon. Et c'est pour cela, c'est ce qui pousse maintenant les stylistes sénégalais aujourd'hui à faire le déplacement et à aller eux-mêmes vers ces pays-là, vers ces clients-là, leur proposer des tenues tout en sachant qu'ils sont prêts à l'acheter à n'importe quel prix. Parce qu'il faut savoir que maintenant, nos créateurs respectent, disons, les normes internationales. Parce qu'autant, c'était un peu ça le problème, c'était les finitions. Aujourd'hui, ils l'ont compris et pas mal de centres de formation, justement, forment les jeunes dans ce sens. Effectivement, mais c'est vrai que les tailleurs sénégalais sont les vedettes un peu dans la couture, un peu partout sur le continent. Merci Toumani pour la chronique tendance de ce matin. Il nous reste une petite minute, on va redonner peut-être la parole à notre invité, le professeur Marouba Fall, sur l'actualité, n'est-ce pas Mbada? Voilà, au sage du plateau, Marouba Fall, éminent membre donc, de la société civile sénégalaise, pour qu'il puisse nous donner son ressenti, donc à la suite bien sûr de ce message du président de la République, indiquant qu'on se dirige naturellement, forcément donc, parce qu'au regard de ce qu'il a dit, vers le report de la présidentielle. Alors comment vous l'avez accueilli déjà cette nouvelle et puis comment vous trouvez aujourd'hui voilà, la situation politique de notre pays? Bon, quand une situation se pose, moi je pense qu'il faut analyser les choses avec sérénité. Le 3, le président a fait une adresse à la nation. On l'attendait à midi, parce que c'est ce qui était dit, mais c'est à 14 h qu'il a pris la parole, parce qu'il fallait certainement qu'il attende les décisions que l'Assemblée nationale allait prendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Compte tenu de la situation délétère qui se pose, il y a des gens qui se sont estimés spoliés. Pour certains, c'est légitime. Hein? Moi, par exemple, je n'ai pas compris pourquoi Bougane n'a pas eu son parrainage. Parce que vraiment, moi, je lui aurais donné ça facilement. Parce qu'on l'a vu qu'il est allé sur le terrain. Il a déployé des moyens, vraiment, il a vraiment travaillé. Il méritait le parrainage. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a d'autres qui ont pensé que, n'est-ce pas, on leur a volé des électeurs. Et il y a aussi 900 000, je crois, électeurs potentiels qui ne figurent pas sur le fichier électoral. À cela s'est ajouté aussi le problème de la double nationalité de Karim Meïssa Wade. Et ensuite, ce qui est plus grave, on a accusé ou bien on a soupçonné certains membres du Conseil constitutionnel d'avoir été corrompus. Devant cette situation, le président, compte tenu de son statut d'arbitre, a pris une décision. Il n'a pas prononcé le mot report, hein. Il a dit en Wolof, il a abrogé le décret convoquant le corps électoral. Il a suspendu
suspendre une séance, est-ce que c'est l'annuler? Moi, je suis professeur de français. Il n'a pas dit « j'annule l'élection », mais on a suspendu tout simplement le décret qui convoque le corps électoral. Cela signifie pour moi que la date du 25 peut être maintenue, mais avant cette date, la classe politique doit pouvoir se rencontrer pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que moi, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et ne pas... je crois qu'il y a un dialogue de sourds dans la classe politique. Parce que la politique aussi, c'est un jeu. Le président, il a posé un premier pion. Il a dit, je suspends. Mais l'autre pion que l'opposition doit poser, c'est lui poser la question, vous suspendez pour combien de temps? Est-ce que le 25, il y aura élection? Est-ce qu'il n'y aura pas élection? Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection, en tout cas dans mon entendement. Parce que on ira en réunion et à un moment donné, on suspend la séance. Même au tribunal. Quand on suspend la séance, c'est pourquoi? Pour que les jurés aillent discuter, voir quel verdict donner. Moi, je pense que quand on les appelle au dialogue, il faut aller au dialogue. Et quand on va au dialogue aussi, moi, je pense qu'il faut être franc. Il faut être honnête avec soi-même. Nous savons que le grand problème ici, c'est vraiment le régime présidentiel. Qu'on le veuille ou non, le président sera toujours l'alpha et l'oméga du jeu politique, qu'il s'appelle Macky Sall, Ousmane Sonko, Birame Ndiémé ou n'importe qui. Parce que c'est la Constitution qui donne tous les pouvoirs au président. Et je suis d'accord avec le maître Doudou Ndoye qui a posé ce problème et que moi, je ne cesse de dire. Il faut poser le problème clairement. Mais attention, qu'on ne crée pas de problème. Le président, il a suspendu tout simplement ce décret. Il n'a pas annulé. On ira aux élections le 25 février, Inch'Allah, si la classe politique accepte de s'asseoir et de discuter. Merci beaucoup pour ces éclairages et ce discours plein de sagesse, Marouba. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur le plateau de la matinale Kenkeliba. Merci et j'espère que la promotion, en tout cas, de ce livre sera vraiment... Et il y a le poème là pour l'unité dont vous aviez parlé. Est-ce qu'on aura le conseil? Non, on n'aura pas le temps, mais on le conseille en tout cas. Les occasions ne manqueront pas. Exactement. On vous souhaite une santé de fer. Inch'Allah. Et on conseille votre ouvrage à tous ceux qui nous suivent, évidemment. Merci. Le monde est plein de faux coups, plein de Marouba Fall, aux éditions L'Harmattan Sénégal. On remercie tous ceux qui nous ont suivis ce matin. On remercie évidemment notre invité, le professeur Marouba Fall. Remercier Ibou pour la canne décalée. Et Alioune Badara Kane, les équipes en régie. Et on vous dit à demain pour le deuxième numéro de la semaine. Merci. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.